Bonjour, bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch slash Mister Review. Oui, on continue avec encore un pay-per-view PLE Premium Live Event de la WWE. Donc, mais cette fois-ci du côté d'NXT, vu comment on avait fait du côté de Bash in Berlin dans le roster principal entre Raw et SmackDown, et maintenant NXT tout simplement. Et le show qu'on va parler, c'est évidemment No Mercy. NXT No Mercy 2024 auquel on s'attaque, qui s'est déroulé le 1er septembre, et aujourd'hui on est le 2 septembre, mais il y a un petit décalage entre les vidéos que je regarde et auxquelles je sorte, mais bon, rien d'importance, clairement rien d'importance, mais bon, je sens qu'on va poursuivre du côté du show. Vu comment dans le countdown kick-off il se passe rien, à part de la discussion, de la jugeote, j'en passe des trucs. Voilà. Mais dans la carte principale, eh ben, ça commence fort avec un match par équipe pour les titres du monde par équipe de la NXT. Entre The Fraxium, donc Axiom et Nathan Frazier, contre Chase University, donc le leader André Chase et Ridge Holland, accompagné par Duke Hudson, Riley Osborne et Thea Hale. Excusez-moi si vous entendez du bruit, ça vient des chiens des voisins qui ne font que aboyer, mais bon, ça je ne peux pas contrôler les sons. Ce que j'ai vu, c'était un match par équipe Spotfest, avec un peu des bons tout petits côtés, mais sinon rien de plus, si ce n'est qu'il y avait que des spots sur spots qui ne racontaient pas grand-chose. Et le seul moment qui m'a marqué dans le match, c'est quand André Chase, lui qui n'est pas voltigeur à la base, il nous sort un Spanish Fly qui sort de nulle part, suivi d'un Tiger Bomb, et qu'il a failli faire la différence. Et concernant Ridge Holland, lui, il fait toujours parler sa puissance, tandis que les deux luchadors que sont Axiom et Nathan Frazier, eux, ils laissent parler la rapidité et la voltige. Donc, une sacrée différence de gabarit et de style. Pourtant, j'étais persuadé que ce serait Chase University qui remporterait le match par un travail en équipe à deux. Mais vu comment Axiom et Nathan Frazier étaient dans le match, ils étaient quasiment dans le match, ils font leur combo à deux, suivi de leur finish respective, et ça laisse à Nathan Frazier de faire un Phoenix Splash pour clôturer le match. Et donc, en gros, c'est victoire de ce Fraxium. Donc, Axiom et Nathan Frazier, qui remportent une nouvelle fois les titres. Et dire que c'était Chase University qui les avait battus pour le titre lors d'un show weekly de NXT, donc NXT tout court. Je crois que c'était The Great American Bash. Peut-être, je dis bien peut-être, hein. J'en suis pas sûr, mais peut-être. Et, et en même pas 2 semaines, ils perdent les titres. En même pas 2 semaines. Et du coup, bien sûr, ça va mener au heel turn de Ridge Holland, qui montre bien et bel et bien son visage, à quel point que, il était plutôt fourbe et qui préférait de réussir en solo, car non seulement il s'était intégré dans le Chase U, mais il a volé la place d'un certain, je crois que c'était Duke Hudson ou Riley Osborne, qui les a quand même volé la place. Et du coup, voilà voilà comment les masques tombent. Les masques tombent, justement, ils les agressent tous un à un. André Chase, Duke Hudson, Riley Osborne. Mais à Thea Hale, il n'osera pas rien faire. Clairement, il ne fera rien grand chose. Si ce n'est que la laisser et un peu de l'effrayer. Donc voilà comment on conclut ce match et ce segment. Maintenant, match numéro 2. En match simple, le fraîchement couronné champion X-Division de la TNA, Zachary Wentz, qui affronte son ancien partenaire des MSK ou les Rascals, Wesley. Alors, cette histoire, cette petite rivalité
même si le match par équipe est plutôt anecdotique par rapport à celui-là qui peut être anecdotique, mais qui a une histoire derrière, c'est que lorsqu'ils étaient ensemble dans la MSK, Zachary Wentz et Wesley, ben, ils ont flambé la division par équipe en remportant les titres par équipe justement, la coupe Dusty Rhodes Classic, et jusqu'à ce qu'il y avait le mouvement MeToo, eh ben Zachary Wentz, eh ben, il s'était fait, on va dire, inculper pour violence conjugale, entre autres. J'ai pas tous les preuves, mais apparemment ça a été exactement ça. Même si on disait que les rumeurs étaient fausses, eh ben il y avait une photo, apparemment, je sais pas si elle existe. Je sais que j'en avais parlé, mais je sais pas s'il existe. Eh ben on voyait faire Zachary Wentz faire un signe hitlérien, enfin un signe nazi. Un truc que je devrais même pas dire à la base, mais apparemment il aurait fait. Et ce qui l'a conduit à son renvoi. Ça lui a conduit à son renvoi, et c'est pour ça qu'il a été catch à la TNA, où il a connu le succès en équipe avec Trey Miguel. Et du coup, quand il est revenu, parce que Wesley, après que son partenaire s'était fait virer, eh bien, il a continué à triompher en solo, en devenant champion nord-américain, mais qu'il n'aura pas, on va dire, détenu très très longtemps, mais il a quand même triomphé. Mais au moment où il voulait se tirer de là, eh ben, il a fallu que Zachary Wentz et Trey Miguel qui arrivent pour faire changer d'avis à leur ami de toujours rester, vu comment ils sont enfin ensemble. Les Rascals au complet, MSK Rascals, on peut dire dans les deux côtés. Et ben, lorsqu'ils avaient une chance pour le titre, et ben, ça a conduit au heel turn de Wesley, qui s'attaque à Trey Miguel et surtout à Zachary Wentz, tout en leur faisant rappeler que c'est à cause d'eux si ils l'ont abandonné. Tout simplement, c'est à cause de eux. Bon, après, ça, c'est sa manière de penser les choses, hein. Clairement sa manière, hein. Vu comment, vu comment il a été un peu odieux avec eux, sous ce coup un peu plus traîtrisme. Et aussi, lorsqu'il y avait un genre d'interaction au micro, il faisait rappeler à Zachary Wentz que lui et Wesley n'ont pas le même niveau apparemment. Comme si Wesley était supérieur à Zachary Wentz, parce qu'il disait que lui, contrairement à Zachary, lui c'est une superstar, et que Zachary, lui, c'est un catcheur. Donc en faisant rappeler, moi je suis une star de la WWE, toi t'es un catcheur de la TNA. Vu comment à la TNA, eux se basent plus sur le côté catch que le côté superstar. Ce qui est un peu logique. Donc vous avez compris, c'est TNA contre WWE. Et forcément, certes, Zachary Wentz faisait son entrée avec le titre de la X-Division, tandis que Wesley parlait des honneurs de la foule. Dans le match, c'était aussi du Spotfest. Que du Spotfest. Et du coup, quand tu fais que des Spotfest qui ne racontent pas grand-chose, tu peux faire un Spotfest qui a de la cohérence, qui peut mener une histoire, mais quand c'est que des spots sur spot sur spot sur spot, je trouve pas ça, trouve ça malin quand ça raconte rien. Parce que au final, les deux voulaient se montrer qui est meilleur que l'un et l'autre au niveau des spots et au niveau de catch pur ou au niveau de catch aérien. Mais sauf qu'il n'y a pas eu de catch pur, il n'y a eu que du catch aérien, un peu des mouvements sympas, mais sans plus. Et faut dire, dans cette rivalité, certes Wesley, il prend un peu d'eau Zachary Wentz, mais il a eu tort de le sous-estimer, parce que au moment dans le match, au moment du climax, il voulait commettre une disqualification volontaire, vu comment il s'empare du titre de la TNA, enfin titre X-Division de la TNA, il balance à terre pour s'occuper d'une chaise, pour frapper avec. Maître Miguel l'en empêche et qui dit tu devrais pas faire ça, ça c'est de la traîtrisme que tu fais, et là ce que tu fais c'est le comportement en traître. Et du coup ça laisse l'avantage à Zachary Wentz de prendre l'élan et de faire sa météora sur Wesley, donc les deux coups de genoux qui arrivent en pleine figure.
et qu'au moment où il remonte dans le ring, eh ben, il s'empare de Wesley pour faire sa springboard voltige cutter. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais je l'ai dit. Pour la victoire. Donc Zachary Wentz remporte le match, un tout petit peu l'aide de Trey Miguel qui n'a rien fait, mais qui a un peu distrait Wesley. Mais il a quand même battu Wesley parce que Wesley était hautain avec Zachary Wentz et parce que il a été heal en s'en prenant à ses anciens meilleurs amis, ses anciens frères, comme il aime les appeler. Enfin, comme ils aiment s'appeler. Mais bon, rien à dire dessus. C'était certes un bon match Spotfest, mais qui ne raconte rien, malheureusement. Voilà. Ensuite, match numéro 3 pour le titre féminin de nord-américain d'NXT, entre Kelani Jordan, la championne, contre Wendy Choo. Alors, dans le match, et dans cet petit contexte de rivalité, depuis quelque temps, Wendy Choo, un peu comme Tatum Paxley, courait après Kelani Jordan, pas parce qu'elles sont amoureuses d'elle, loin de là, mais parce qu'ils ont des idées vraiment spooky. L'une est folle dingue des poupées à l'effigie de ses superstars comme si c'était à l'effigie de ses prochaines victimes pour jouer avec, pour les torturer. Et de l'autre, une qui passait un un bon rêve jusqu'à ce que le rêve se transforme en cauchemar et devienne un esprit vengeur. Non, ce n'est pas des conneries, vu comment c'est la gimmick de Wendy Choo. Une qui a cauchemardé, qui est devenu un cauchemar vivant. Mais bon, ça au moins c'est une gimmick, certes spooky, mais avec une petite personnalité, mais sans pas grand chose à dire, clairement pas grand chose. Alors que Kelani Jordan, désolé, hein, désolé, je vais peut-être pas être gentil avec certains, mais je trouve qu'elle a pas de personnalité qui marque en fait. Certes, c'est peut-être une jolie nana, certes, mais elle a pas de personnalité qui lui est propre. Et au niveau in-ring, ben, elle aussi c'est un peu de la voltige et un tout petit spot fest. C'est tout ce que je peux en dire, si ce n'est que, certes, je suis mal placé pour cataloguer les gens, mais faut dire ce qui est le cas, c'est un peu vrai ce que je dis, hein. Je ne suis pas en train de mentir ou quoi que ce soit, si ce n'est que je dis des faits qui peuvent être réels. Mais dans le match, je vais pas vous le mentir, j'ai rien d'autre à dire. Un peu comme je disais dans le match avec les Only Unions, Bianca Belair et Jade Cargill à Bash in Berlin, je disais que je n'étais pas forcément dedans parce que je m'attendais à une catastrophe. Enfin, je l'avais pas dit au début catastrophe, mais en fait, ce que je voulais dire par là, c'est parce que je craignais une catastrophe, notamment au niveau des botches, parce que souvent, Jade Cargill peut botcher, parce que souvent, on peut dire qu'elle n'est pas forcément entraînée comme il se doit. Faudrait vraiment qu'elle reprenne l'entraînement parce que souvent, je sais que des botches de temps en temps, ça peut arriver, des petits de rien du tout, mais quand ça a répétition, faut s'entraîner. Vraiment, faut vraiment s'entraîner. Donc c'est ce que je voulais dire. Après, ce que je disais, c'était un mauvais match. Pas forcément, il n'y a pas eu d'erreur. Il n'y a pas eu d'erreur, heureusement. Mais c'est juste que je n'ai pas été dedans. Voilà, je tenais à vous exprimer, vu comment Orbat a ouvertement dit que elle adorait ce match et que c'était un bon match, et auquel je me suis dit, ok, je te comprends, je comprends ton point de vue. Si tu m'écoutes, je te comprends. Et au niveau de la rivalité Punk et McIntyre, je disais oui, j'aurais préféré que ça se termine ici, vu comment Punk a récupéré son bien le plus précieux, donc le bracelet qu'un fan lui avait donné, et qui porte le nom de AJ Lee et de Larry, son chien, et que je m'étais dit peut-être que ça va s'arrêter ici, mais après, elle n'était pas forcément d'accord, et qu'elle voulait, enfin, qu'il voulait peut-être que ce soit un match de Hell in a Cell à Bad Blood.
C'est bien de spoiler les plans de la WWE, mais il faut attendre si ça va être le cas. Parce que si c'est exactement le cas, je te promets, Orbat, que je te dirai peut-être que tu avais raison. Si ce n'est pas le cas, bah, tu t'es peut-être trompé. Et tromper, ça arrive. Moi, je me trompe constamment. Ça m'arrive au moment où moi-même je me plante et auquel je prends pas forcément conscience. C'est pas un tacle ouvert, hein. Ce n'est pas un tacle ouvert, c'est des vérités auxquelles je peux en dire, forcément. Et même si ça devait continuer jusqu'à Bad Blood, j'espère qu'après ça, ça doit s'arrêter. Parce que j'ai eu ma dose de Punk et de McIntyre. Voilà, je peux vous le dire. On a eu, on va dire, forcément deux excellents matchs. Enfin, si on peut ajouter le troisième. Là, le troisième, maintenant, tu vas pas me dire, ouais, il faut encore un autre match. Au bout d'un moment donné, ça s'arrête. Point barre. Après, je sais qu'il y avait des matchs avec les mêmes lutteurs qui durent depuis des années, voire des mois. Mais sinon, quand on en avait assez, on disait qu'on en avait assez, vu comment on a quasiment tout vu. C'est tout ce que je peux en dire. Mais dans le match entre Kelani Jordan et Wendy Choo, bah, j'ai pas été dedans. Malheureusement, j'ai pas été dedans. Je regardais le match, mais je me dis, oh, ok, ouais. J'étais comme ça, moi. Quand je regardais le show, j'étais comme ça. Et au moment donné, quand Wendy Choo, elle avait l'avantage et qu'elle allait utiliser son finish, le Cobra Clutch, en prise du sommeil, j'ai cru qu'elle allait faire la différence avec cette prise. Mais à la foulée, ben, Kelani ne se laisse pas endormir. Alors que logiquement, ben, quand on met une bonne pression et si on est crédible à se relever, ça va être le cas. Mais là, j'ai trouvé un peu, un peu pessimiste hein, sur ce coup. Et qu'au moment où elle voulait se dégager, ben, elle utilise son fameux kick du coin et qu'elle utilise un 450 splash suivi de son Spring Light et Moonsault pour en venir à bout de Wendy Choo. Donc c'est elle qui bat Wendy Choo et qui conserve son titre nord-américain. À la fin du match, ben, Wendy Choo se relève comme si c'était un mort-vivante et que Tatum Paxley surgit de derrière euh, le dos de Wendy Choo pour lui faire sa fameuse Dragon Sleeper en, en étranglant violemment Wendy Choo pour qu'elle fasse un gros somme. Elle nous sort un poupée à l'effigie de Wendy Choo qu'elle pose sur le coussin qui peut être une arme si on ajoute quelque chose de métallique ou de cimenteuse. Du ciment très dur, du métal bien serré comme des lames de rasoir, qui sait. Mais bon, ça s'arrête ici. Et maintenant, ben, le match numéro 4, ben, c'est encore un match nord-américain, mais cette fois-ci masculin. Entre Obafemi contre le Don de NXT, Tony D'Angelo. Accompagné bien sûr par Shining the Stakes Lorenzo, Luca Crucifino, l'avocat du Don bien sûr, et Adriana Rizzo, on va dire la marraine du gang, vu comment Tony D'Angelo, c'est un peu le parrain du gang. Auquel, bien sûr, le match, c'était match de grand monsieur qui se mettait des grosses prises. Voilà ce que j'ai pu remarquer dans le match. Pas grand chose à citer, clairement pas grand chose à citer. Hein. Vu comment il y a eu que des spots sur spots qui pourraient avoir du sens, mais faut dire cette rivalité, là qu'elle venait de commencer il y a une ou deux semaines, lorsque les deux voulaient venir aux mains pour avoir un match, enfin, surtout Tony D'Angelo qui voulait avoir un match pour le titre, vu comment il avait perdu le trophée de, allez, de coupe héritage de NXT. Et du coup, ben, il voulait avoir une chance pour le titre nord-américain. Finalement, il n'a pas forcément réussi ce qu'il espérait.
Parce que les spoilers, certes, dans le match, Obafemi dominait quasiment la moitié du match. Tony D'Angelo dominait quand il devait dominer, en utilisant ses fameux comebacks. Donc il n'y a pas des prises easy, hein, que des grosses prises, hein. C'est ce que j'ai pu remarquer. Même s'il y avait des petites interventions de Luca Crucifino, de Channing Lorenzo, qui espéraient sauver leur dom, enfin leur donne. Ouais, parce que quand je dis dom, c'est comme si je disais Dom Dom Dominique Mysterio, alors que c'est plutôt le parrain. Et pourtant, ils se font quand même allumer par Obafemi. Et Obafemi a failli commettre des erreurs. C'est se laisser surprendre par l'arrivée en puissance de Tony Angelo. Tony D'Angelo, lui, il utilisait ses fameuses prises comme le spear pour découper, le fameux spinebuster auquel il pourrait en venir aux mains s'il aurait fait la différence, son fameux Sweeney Neckbreaker tournoyante, un peu comme faisait Goldust de Steve Rhodes, et que il était à ça de remporter le match, mais rien n'y faire, vu comment Obafemi, certes, même en se faisant surprendre, il est dans le match. Il est quasiment dans le match, il se laisse pas avoir pour autant. Mais au moment où D'Angelo voulait en faire encore une prise de trop, ça s'est retourné contre lui, vu comment Obafemi l'allume avec un powerbomb suivi du deuxième et qui clôture le match pour la victoire. Donc victoire d'Obafemi qui conserve son titre. Donc personne ne peut le battre en ce moment. Clairement, personne ne peut le battre. Et ça s'arrête sur ce match ici. Je sais qu'il y aura plus que 2 matchs après c'est terminé, vu comment il y en a 6 matchs en total. Et bien sûr, on passe au 5e match. Et le 5e match, c'est pour le titre féminin de NXT, entre Roxanne Perez contre Jada Parker. La prodige contre la go de la street de OTM. Alors, certes, le match aussi, et cette petite rivalité-là ne racontait pas grand-chose. Il n'y a pas d'histoire racontée, si ce n'est que encore une adversaire pour Roxanne Perez, et que par la suite, celui qui a perdu va retourner en mid-card. Donc c'est ce que je vois à prix abord. Donc le match, on va dire, il était bien. Il était vraiment bien. Un tout petit peu mieux que celui entre Kalinin Jordan et Wendy Choo. Je vais pas vous le mentir. Clairement pas vous le mentir. Donc dans le concept, bien sûr, Roxanne Perez, elle a croisé tellement d'adversaires que personne ne peut la battre. En passant de Lyra Valkyria à Natalia, même à Jordynne Grace. Et j'en passe des noms, parce que les noms, il y en a sacré blinde. Mais bon, elle va ajouter une qui n'est pas expérimentée à sa liste des personnes qui ont échoué contre elle. Alors que Jada Parker, certes, elle a remporté un match, c'était Gauntlet, un Gauntlet match, auquel elle avait battu les 5 autres femmes pour affronter Roxanne Perez à No Merci, et en disant que ce sera peut-être elle, la prochaine championne NXT, tout en étant confiante, mais je crois qu'elle a un tout petit peu eu tort d'être confiante en disant ouais c'est moi la prochaine, je serai la championne quoi qu'il arrive. Bon, c'est vrai que c'est bien de dire ouais je serai le champion, je serai le prochain, parce que je le mérite, et je ferai tout en sorte que je mérite ce titre. Mais après, je suis pas fan de ce genre de propos, hein. J'aurais dit, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour devenir champion NXT s'il le faut. Je ferai tout ce qu'il faut. Euh, quitte à, on va dire, à me blesser. Après, je trouve pas ça impactant, malheureusement. Je trouve pas si impactant que ça. Donc, les promos comme ça, assez basiques, c'est pas impactant. Un peu comme dans le roster principal, quand il y en a qui font des propos, enfin des promos auxquels ils veulent créer de l'attention dans le match, souvent ça sonne comme un pétard mouillé. C'est tout ce que je peux dire. Dans le match, il était vraiment sympa, et certes, Jada Parker, certes, elle est peut-être plus grande que Roxanne Perez, plus puissante,
Elle peut utiliser son physique comme atout pour en venir à bout de Roxane Perez, que elle est plus petite. Certes, euh, méchante, même si elle n'est pas, on va dire, assez convaincante, parce que certes, elle a un côté méchante, elle sait bien lutter, mais ce côté méchant euh, ne fait pas l'unanimité en fait. C'est comme si elle est à des années-lumière des personnes aussi détestables qui sont en réalité. Je pourrais citer un MJF, que lui, c'est un sacré heel d'exception, vu comment, quand il faut le détester, vu comment c'est un sacré connard. En termes de femmes, j'ai pas d'autres en tête malheureusement. À part Saraya Page, qu'elle peut être excellente dans ce rôle de heel, mais sinon elle a pas ce truc en fait, Roxane Perez. Pourtant j'ai beau dire des bons compliments sur elle, mais c'est vrai qu'en termes de heel, c'est plutôt du heel un peu confiante, certes jeune mais vétérante, qui, euh, qui prouve à quel point qu'elle est supérieure aux autres, mais c'est que ça en fait. Mais sinon, c'est pas ce qu'on recherche en fait. C'est pas ce qu'on recherche. Dans le match, je me rappelle que Roxanne Perez avait utilisé sa signature move à Jada Parker, son fameux spot où elle fait le fameux coup de cul dans le coin. Euh, on va dire qu'elle se lance dans les cordes, enfin, qu'elle court pour aller dans les cordes et qu'elle fait genre, elle s'assoit sur le ventre de son adversaire en faisant un petit mouvement de pas de danse avec les jambes. Eh ben, c'est ce que j'ai remarqué avec Roxane Perez qui lui avait piqué sa prise. Pour montrer à quel point moi aussi je sais le faire, je suis capable de tout faire. Jusqu'à ce que Jada Parker revienne dans le match. Et à un moment donné, ben, Roxane Perez va le torturer dans le match. Elle va la torturer. Certes, elle est peut-être petite, mais elle sait comment frapper là où ça fait mal. Vu comment elle porte un strap au niveau des côtes, Jada Parker. Et ben, vu comment c'est une cible pour elle, eh ben, elle va s'attaquer en donnant des coups de poing, des coups de claque, tout ce qu'il faut. En utilisant une prise de maquis, quitte à l'amener au sol, l'amener dans le coin, la torturer sous le poteau, en donnant des coups assez vicieux de sa part, mais qui fait son effet. C'est comme ça comment on travaille. Donc, sinon les enchaînements au niveau de la logique de faire souffrir son adversaire peut être ah, elle peut être acceptable. Ça peut être acceptable quoi qu'il arrive. Mais après, au moment où Jada Parker, ben, elle veut se venger, elle veut revenir en force, elle utilise sa puissance et elle veut utiliser son fameux spot où elle fait son fameux coup de fessier dans le ventre, mais cette fois-ci différemment, en montant sur la troisième corde et en se laissant aller. Et voilà comment elle effectue son mouvement. Même si elle a l'air en un tout petit peu en piteux état suite à la douleur. Même à un passage dans les escaliers, je me rappelle aussi la tête plantée dans les escaliers, même si, encore une fois, ils sont pas, on va dire, griffer l'œil ou autre chose. Mais à un moment à l'extérieur du match, attends, au moment du climax, Jada Parker veut utiliser son fameux course dans les cordes pour utiliser un genre de coup de rein, mais moi j'appelle ça un coup de fessier qui arrive dans la figure, en courant. Eh bien, intelligemment, Roxane Perez roule à l'extérieur et se met en position des barrières. Jada Parker, elle a un peu cette erreur, mais en même temps, c'est un peu l'inexpérience qui parle. Vu comment qu'on est un peu inexpérimenté, eh ben, on commet des erreurs. Eh ben, elle veut effectuer son fameux coup de fessier en course, mais elle atterrit dans les escaliers et elle se fait mal, notamment aux côtes et un peu aux fessiers. Et du coup, ben, ça permet à Roxane Perez de se dégager, parce que c'est l'intelligence des vétérantes, enfin jeunes vétérantes. Elle amène Jada Parker dans le ring et elle veut en terminer avec son Pop Rocks, donc son fameux code rouge, pour la victoire. Donc elle bat Jada Parker et elle conserve son titre. Pour l'instant, personne ne peut l'arrêter jusqu'à ce qu'il y a l'entrée de une qui vient du Japon, qui a enfin terminé avec les dates auxquelles elle devait effectuer, notamment à Marigold, Stardome
et quelques petites structures indépendantes au Japon, eh bien, une certaine Julia qui arrive et que maintenant elle est devenue parmi les Made in WWE du roster. Vu comment elle en a fini avec les tournées au Japon, maintenant elle fait partie du roster d'NXT, auquel elle fait son entrée, bien sûr sous l'effet de fumée blanche, spotlight sur elle, son nom en fond noir, et qu'elle arrive au ring pour faire un petit face-à-face avec Roxanne Perez. Et bien sûr, ça nous laisse dire que le match entre Roxanne Perez et Julia pourrait être proche. Et c'est fort possible que ça pourrait l'être. Donc pour l'instant, on n'a pas eu d'apparition de Stephanie Vaquer et de Delta, mais on a bien eu l'apparition de Julia. Et dire que ça faisait des mois qu'on l'attendait, Julia, hein. Depuis le mois d'avril dernier, enfin depuis le mois d'avril, jusqu'au mois de septembre, c'est vrai qu'on l'attendait, hein. Quand même on l'attendait. Mais bon, voilà comment se conclure ce match et ce petit segment. Maintenant, on passe au match suivant, quel main event. Donc le match suivant, c'est le match numéro 6. Match simple, encore un match simple, il n'y a que des matchs simples dans cette carte. Pour le titre NXT masculin, avec comme arbitre spécial Trick Williams, qui va arbitrer le match entre Ethan Page, All Ego, et celui qu'on doit croire en lui, Joe Hendry. Ah oui, Joe Hendry. Je vous mets ce mème d'internet en photo d'écran. Voilà, exactement lui, auquel il faut y croire. Et que certes, il a toujours eu une bonne réaction de la foule, que ce soit de la TNA ou de la NXT. Notamment quand la chanson retentit, eh ben, les gens chantent en chœur. Donc, say this name and we are peers. I believe Joe Hendry. I believe Joe Hendry. London et Paris et Tokyo. American Scotland, Canada et Mexico. Say I believe Joe Hendry. I believe Joe Hendry. Et après, s'ensuit les fameuses phrases des paroles comme Wake your house, mode, said the silence says. I believe Joe Hendry, Joe Hendry, in a prestigious wake your house, mode, said the silence says. I believe Joe Hendry, Joe Hendry, in a prestigious one. Bon, certes, c'était pas, on va dire, du grand art ce que je venais de chanter, mais voilà comment on résume l'entrée de Joe Hendry, auquel tout le monde chante à l'unisson, les bras levés, comme si on était dans un concert. Donc pour ça, Joe Hendry, il a une bonne réaction, malgré que c'est un catcheur de la TNA. Mais au moins, il a su conquérir le cœur des fans de la WWE NXT. Jusqu'à ce qu'il y ait l'entrée de All Ego, Ethan Page, qui fait son entrée avec le titre, même si l'arbitre spécial aussi a le droit à son entrée, parce qu'en premier, avant Joe Hendry, c'est Trick Williams, qui fait son entrée avec les chants Whoop That Trick, Whoop 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 That Trick. Donc c'était lui le premier jusqu'à Joe Hendry et à Ethan Page. Et d'ailleurs, certes, on a un ancien TNA aussi, parce qu'il faut savoir, c'est que Ethan Page, lui aussi, il a déjà été à la TNA quand ça s'appelait encore Impact Wrestling. Et aussi, c'est aussi un catcheur de la AEW, que maintenant, il n'est plus catcheur d'AEW, il est maintenant catcheur WWE NXT. Donc, comme quoi, on peut avoir des sacrées grosses différences. Enfin, sacrées différences, similitudes, si je pourrais le dire. Auquel le match, certes, ils étaient à fond, enfin, le public était à fond. Le public n'arrêtait pas de chanter And Believe in Joe, Ethan Sucks. Mais ils étaient plus We believe, we believe, we believe. On y croit, on y croit, on y croit. Ethan est nul, Ethan est nul. Donc voilà comment est l'ambiance de ce match. Avec des petits chain wrestling. Je me rappelle au début c'était du chain wrestling auquel ils ont effectué 3 fois. Je pense que 2 ça aurait peut-être
pu le faire, mais après 3, je ne vais pas cracher dessus non plus. Après, il y a eu des mouvements auxquels c'était du simple, du basique, et auxquels ben, on prête pas forcément attention aux prises, forcément, et auxquels est-ce que l'arbitre, Trick Williams, va mener un boulot d'arbitre exemplaire? Est-ce qu'il sera partial ou impartial? Eh bien, ça, c'est les toutes petites questions qu'on avait avant de regarder le match, parce qu'on ne sait jamais, les surprises peuvent arriver, peut vraiment arriver. Donc au final, c'était du simple, du basique, avec une foule qui était derrière Joe Hendry et qui était contre Ethan Page. Mais à un moment où il y avait un ref bump, quand Joe Hendry pensait avoir la victoire avec son Bolif Shock Slam, en effectuant le tombé sur Ethan Page, même s'il avait pris la prise de Ethan Page précédemment, parce que Ethan Page, il s'inspire de Razor Ramon avec son Razor's Edge, et auquel il a baptisé All Ego's Edge. Et quand c'est Joe Hendry qui l'utilise, il appelle ça, enfin on pourrait l'appeler Bolive's Edge, The Bolive's Edge, auquel ça prend pas ses fruits, mais quand il utilise sa prise de finition, le Boliv Shock Slam, le pied de Ethan Page était en dehors du ring, et auquel c'est pas la victoire assurée, c'était qu'au compte de 2. Donc il y a une petite tension entre Joe Hendry et Trick Williams, juste un tout petit tension, juste un tout petit, jusqu'à ce qu'Ethan Page pousse Joe Hendry sur Trick Williams, et là, il y a un ref bump. Ça permet à Ethan Page de voler la prise de Joe Hendry en faisant le Boliv Shock Slam, mais il pourrait l'appeler le Ego's Shock Slam, auquel il y a un deuxième arbitre qui arrive et qui veut effectuer le tombé, mais il se relève au compte de 2, Joe Hendry. Jusqu'à ce que Ethan Page veuille utiliser son All Ego's Edge, auquel il va l'effectuer, et c'est au compte de 2, vu comment Trick Williams revient pour casser le compte de l'arbitre, et auquel il y a une embrouille entre Ethan et Trick. Et bien sûr, Trick Williams le dit, ouais vas-y, frappe-moi si tu veux, si tu me frappes je te disqualifie, haut la main, parce que c'est moi l'arbitre du match, pas l'autre arbitre, c'est juste moi. Eh bien Ethan Page, il frappe l'autre arbitre qui met KO instantanément, et que au moment où Joe Hendry revient, il veut effectuer son Boliv Shock Slam, alors que Trick Williams a le dos tourné. Ethan Page lui fout un penalty dans le zizi, donc un coup de pied dans les roubignoles, et qu'il enchaîne avec son All Ego's Edge pour la victoire, alors que Joe Hendry ne s'est pas relevé. Trick Williams venait s'occuper de l'arbitre inconscient, et au moment où il voit le pin, il fait le tomber jusqu'au compte de 3. Donc vous avez compris, c'est Ethan Page qui conserve son titre, et que certes, dans les possibilités auxquelles il ne devait pas faire ça, mais il a effectué quand même en étant très très impartial. Et auquel il dit avec dédain, c'est bon, t'as fait ton boulot d'arbitre, maintenant dégage, laisse-moi savourer le moment, jusqu'à ce que Trick Williams se fait attaquer par Pete Dunne avec la prise de Pete Dunne justement. Mais ça laisse Ethan Page clôturer le match et le show. Donc j'ai rien d'autre à dire, c'est terminé ici. Et auquel je peux m'arrêter sur ça. Quasiment je peux m'arrêter sur ça. Quasiment. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo de review, c'était DVD Pro Catch, j'espère que ça vous aura énormément bien plu, et si vous avez aimé cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire, enfin, DVD Pro Catch / Mister Review. Donc, si vous avez aimé, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications et des prochaines vidéos. Et moi, comme d'habitude, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch. Allez, bye bye tout le monde.